Bonsoir. Entretien ce jeudi reçoit Son Altesse Sérénissime Suzanne Désirée Destinée Bélique Kousso Ngondo. Elle est évidemment de la royauté de Deido, mais on la reçoit dans la posture de sociopolitologue. Avec elle, nous allons évidemment reparcourir l'actualité socio-politique du pays en cette période électorale et tout ce qui tourne autour. Son Altesse Royale Sérénissime, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tongo. Ça fait une dizaine d'années qu'on ne vous voit pas beaucoup sur les plateaux de télévision. Un repli stratégique, un retour tout aussi stratégique? En fait, tout est stratégie et stratégique dans la vie. D'accord. C'est un retrait stratégique par rapport à la vie. Ok. La vie a ceci de plus pertinent que elle vous apprend d'abord dans l'action de tous les jours et les leçons après. Contrairement à l'école où vous apprenez les leçons et vous pratiquez dans la vie. Donc il y a des moments comme ça, il faut savoir s'effacer pour mieux comprendre, pour mieux observer, pour mieux analyser même et savoir revenir, rebondir. Bien sûr. Et rentrer dans l'action pertinente, ajustée justement par rapport à quand on assiste à cet état de dégradation continuelle et constante de la vie politique, sociale. On se dit, il faut se calmer, essayer de comprendre les fondements, les causes, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que j'ai la solution, mais au moins on peut tirer des leçons dans un calme, on peut mieux analyser parce qu'on a pris du recul, on a mis de la distance, parce que même dans une analyse scientifique, il y a la distance épistémologique. Absolument. Donc dans la vie aussi, par rapport à la sagesse de nos parents, il faut savoir observer, tirer des leçons pour mieux enseigner et mieux éviter. Voilà. Et vous dites que l'année 2025, c'est l'occasion de rebondir et faire entendre sa voix. Oui. Qu'est-ce qui peut le justifier? Des alertes, des signaux Tout à fait, parce que c'est une année très dangereuse. D'accord. C'est une année charnière. C'est une année qui est la conclusion de plus de 40 années de politique continue. C'est une année où on peut poser des actes, cette fois-ci pour vraiment l'avenir. L'avenir d'un Cameroun autonome. L'avenir d'un Cameroun souverain. En tout cas, c'est mon rêve. Et je pense que ce que je dis ici, c'est plus à l'adresse des jeunes. Même si nous ne sommes pas épargnés aussi, parce que nous avons tous été complices de l'état du pays actuel du Cameroun, voire même de l'Afrique un peu. Nous avons été plus ou moins complices, nous de la génération intermédiaire, parce que quand on tutoie la soixantaine, on est un peu plus partant que ceux qui arrivent et qui rentrent dans les pas que nous avons tracés. D'accord. Donc voilà, je pense qu'il est temps que je puisse parler aux jeunes, que je puisse parler à mes contemporains aussi, en livrant mon expérience, ma vision des choses, mon analyse, absolument, si elle peut être utile. Alors peut-être avant de rentrer dans les grands sujets d'intérêt national, on fait un petit retour sur qui c'est peut-être la chefferie traditionnelle, que vous connaissez bien. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que vous avez approché. Tout à fait. Ben, je vais dire, peut-être d'entrée, une vision globale. Quelle est la place que la chefferie traditionnelle aujourd'hui dans le concert, dans cette multiplicité de conflits, extrême nord, nord-ouest, sud-ouest, est, ça sont des conflits où les armes parlent, mais également cette tension que l'on perçoit dans la sphère publique médiatique, notamment. Quel peut être le rôle de la chefferie traditionnelle au moment où, dans souvent son déploiement, on a le sentiment de la contester souvent?
il va être difficile que je vous dise des choses par rapport au ce qu'on appelle monarque actuel. Absolument. Je parle à l'aune de ce que j'ai vécu. J'ai été dedans, je suis à côté, et ce que j'ai tiré de ma vie dans cette aristocratie africaine est que avant la venue des Occidentaux, des colons, c'est bien cette aristocratie-là qui régissait la vie des communautés. C'était de véritables rois qui vivaient pour le peuple et le peuple qui vivait aussi par rapport à la direction que leur inculquaient leurs différents rois. C'était des rois, des communautés, et ça ressemblait aux petites nationalités, toutes ces tribus-là. Avec l'arrivée du moderne, de la République, on les a fondées en un. Mais comme toute société qui fonctionne avec une organisation sociétale, comme une famille, la famille, elle commence par un mari, une femme qui font un enfant. C'est la cellule la plus réduite de la famille. Absolument. Maintenant, on peut avoir des familles de 100 personnes, avec des cousins, des tantes, ainsi de suite. La société aussi est organisée ainsi. Et à la base, donc, effectivement, ces anciens royaumes, peuvent former une espèce de substrat qui soit la force de la République. J'en veux pour preuve Kadhafi, le Libyen, le Muammar Kadhafi, qui, contrairement à ce qu'on a raconté, contrairement aux mensonges que nous connaissons des impérialistes, des Occidentaux, a mené son pays, la Libye, d'un désert, simplement, c'était des agglomérations, régies par des chefs traditionnels dans le désert, qui se faisaient des guerres, qui ne s'entendaient pas. Il était difficile qu'il émerge un leader qui fasse l'unité. Il a compris qu'il fallait dealer, comme on dit aujourd'hui, avec ces rois de chaque communauté. Et ils se sentaient tous, n'ayant pas perdu leur identité, bien sûr, appartenant à leur communauté, répondant et ayant hiérarchiquement leur chefferie, leur notable, leur roi, ça dépend de comment on peut les nommer. Et ils se retrouvaient donc autour de Kadhafi. Et chacun, c'est une forme de démocratie. C'est une démocratie d'ailleurs qui aurait pu être un exemple, où chacun des royaumes apportait donc les besoins de sa population. Conseil national. Les désidérations d'une espèce de conseil autour de Kadhafi. Et qu'est-ce que ça a fait? En 20 ans, 30 ans, la Libye, vous vous souvenez de son PIB, il n'y avait pas de misère en Libye, il n'y avait pas de pauvreté en Libye, l'école était gratuite, ils étaient bien logés. Ça a suscité quoi? La jalousie des Occidentaux, qui aiment nous maintenir dans cette espèce de pauvreté mentale d'abord, ensuite matérielle, pour mieux nous proposer leurs aides. Cette analyse en appelle à une vision différente de l'organisation de nos sociétés, que l'État repose, qui sait peut-être sur les organisations traditionnelles déjà existantes, oui, pour reprendre son envol. Vous en appelez à... C'est ce qui devrait se passer. Mais il y a quand même un hiatus aussi. Je peux comprendre l'État aujourd'hui, mais pas hier. Parce qu'hier, il y avait encore des monarques, j'appelle ça, je mets ça entre guillemets, qui avaient une assiette des us et coutumes de nos ancêtres. Parce que c'est la culture qui est le ciment de tout. Et chaque communauté a sa culture, dans différents domaines. Mais à la sortie de ces cultures-là, nous trouvons beaucoup de communautés parce que nous sommes tous sud-sahariens. Je ne dis pas sud, même si sud c'est la même chose. Nous sommes tous, on dit communément bantou, mais anthropologiquement ça ne veut rien dire. Mais
Bon, si vous voulez, je vais dire nous sommes des Bantous, pour que le commun des personnes, que la gens commun comprennent. Nous sommes donc des Bantous, on se retrouve. En fait, nous venons tous du Nil. Nous sortons d'Égypte, dont au fond, nos coutumes sont ressemblantes. Dans le patois de chacun de nous, on peut prononcer différemment, mais c'est la même chose. C'est la même sagesse. D'accord. Avec ça, justement, les dépositaires savaient comment réguler la société et implémenter comme ça une cohésion sociale qui faisait que l'État n'aurait fait que faire quoi? Concevoir des politiques publiques pour le bien-être de ces populations-là. Alors vous dites que vous pouvez comprendre l'État aujourd'hui. Alors le hiatus est que voilà. Ceux qui règnent, qui sont au pouvoir, qui sont ces jeunes, c'est mes enfants. Quand on voit les âges, ça aurait pu être mes enfants. Ces jeunes-là, aujourd'hui, généralement, n'ont pas la culture de nos us et coutumes. Ils ramènent un peu le fonctionnement. Ils essayent. C'est des pâles copies des Occidentaux où ils ont vécu, ils ont été à l'école et ils pensent que c'est comme ça qu'on modernise en singeant le blanc, en singeant cette façon de faire qui n'est pas la nôtre. Ils n'apprennent pas, ils font pas de recherche, ils vont pas dans les racines, ils n'essaient pas de comprendre pourquoi son grand-père disait ça, pourquoi son arrière-grand-père a dit ça, pourquoi il s'est levé et tout. En fait, pour faire court, ils ne cherchent pas à connaître l'histoire de leur communauté, l'histoire du pays de façon macro, l'histoire de leur communauté, l'histoire de leur peuple ou l'histoire tout simplement de la communauté. Ils n'essaient même pas de comprendre quelle est... Vous pouvez y aller, c'est la télé, c'est la réalité, on ne va pas discuter, vous allez éteindre le téléphone, il n'y a pas de souci à cela. Voilà. Il faut que ça arrête. Oui, ce serait mieux, comme ça nous permettra. Et donc, je rappelle rapidement aux téléspectateurs, pendant que, vous le faites, que vous allez quand même... Je ne sais pas le faire, hein. Enfin, c'est l'histoire moderne. Bon, je ne sais pas le faire. C'est bon, c'est éteint. Je n'ai pas pu. On va le faire pour moi. C'est le dernier bouton, là. On va essayer de le faire ensemble. Le dernier bouton, le dernier à droite, sur la droite, je crois. Alors, est-ce que je vais réussir? Non, sur la droite, sur le coin. Sur la droite. Il faut appuyer là. C'est bon, c'est fait. C'est fait? Bon. Tout compte fait. On va peut-être essayer de baisser le volume. D'accord, oui. Ce serait peut-être, voilà, le volume il est baissé. Cette fois, on peut y aller. On ne va plus vous interrompre à la télé. Alors, je disais, ils n'ont pas de curiosité. Les jeunes n'ont pas de curiosité, ni intellectuelle, ni sur les fauteuils sur lesquels ils sont installés. Ils ont pourtant, pour certains, été initiés. Pour ceux qui ont été initiés, vous voyez la différence dans leur fonctionnement, dans leur règne, dans leur comportement vis-à-vis de leurs concitoyens, vis-à-vis des autres. Pour ceux qui sont arrivés parce que, bon, c'était mon père, c'était mon oncle, parce que je suis le fils d'eux, et comme c'était dans la famille, j'ai la fortune. Mais vous le dites pour démontrer quoi? Pour illustrer qu'aujourd'hui, on a plus son rôle. Non, pour illustrer l'ignorance des chefs actuels fait en sorte qu'il est difficile pour l'État de compter sur eux par rapport à la gestion des ressources dont le Cameroun a besoin. Ces ressources sont dans les communautés, c'est les jeunes. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la capacité de savoir j'ai un tel nombre de chômeurs, essayez de comprendre pourquoi ils chôment, pourquoi les gens ne vont pas à l'école, pourquoi les jeunes manquent de respect aux aînés. Essayez de les encadrer, parce que vous-même vous pensez que manquer de respect à l'aîné, ou parler à l'aîné fort, parce que vous êtes allé à l'école, ou parce que vous avez quelques pécules dans une affaire tordue, vous pensez que c'est normal, parce que vous dites que mais c'est moderne, on est au XXIe siècle. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'intérêt d'une cohésion sociale, dans l'intérêt de l'avancement de l'État, du bien-être de la population? Rien. Vous allez être dans l'apparence, vous allez être dans le superficiel, dans les attributs, dans les prébendes même. C'est après ça que vous allez courir. D'accord.
Et vous pensez donc que ce décalage par rapport à la régulation des communautés peut avoir un impact sur les dérives de certains que l'on observe dans l'espace politique aujourd'hui? Énorme. D'accord. Moi, je suis une Camoise venant du Mbam, épouse Sawa. Et même que je suis Sawa par ailleurs, donc femme Douala. Quand je vois nos sociétés, franchement, vous êtes un Douala, je l'ai cherché, je le sais. Vous ne voyez pas la dégradation de nos communautés? Ben, je veux dire, c'est général, c'est pas qu'ici, ça s'observe un peu. Mais c'est à des degrés différents. C'est général parce que l'état mondial même du monde entier est complètement en dégradation de mœurs, des cultures qui s'en mêlent. Il y a une espèce de mélange mimétique des choses les plus néfastes au vu de nos cultures, au vu de ce que nos ancêtres ont laissé pour nous et même pour leur société, qui fait que c'est un état général, certes, mais à des degrés différents. Samedi dernier, j'étais à la sortie officielle du roi Balengou, qui est un jeune homme qui peut être mon fils, qui est là depuis 3 ans, je pense. Moi, j'ai observé en 3 ans ses mouvements, son fonctionnement, l'écoute des aînés, l'humilité du fait qu'il sait que beaucoup de gens comptent sur lui, redonne de l'espoir au Balengou. Et samedi, sa sortie officielle à Douala a généré une forte délégation de Yaoundé, de l'Ouest même. Il y avait des milliers de personnes, ce que je n'ai pas vu il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Notamment à la chefferie d'Aïdo. Pas seulement d'Aïdo, je parle même à l'Ouest. Okay. Parce que c'était ça que leurs parents que j'ai connus déploraient. Qu'on ne suit plus, bientôt on sera comme vous les Douala, même si ce n'était pas trop vrai, mais il y avait du vrai dans ce qu'ils disaient. Quand j'ai vu cet engouement nouveau, à l'appel du roi, j'arrive, des milliers de personnes qui sont venues, des jeunes, des moins jeunes et tout, il y a de l'espoir. Maintenant, si je demande à mon fils qui règne à Daïdo maintenant, de demander aux jeunes de Daïdo de venir parce que je veux leur parler, je ne suis pas sûre que j'aurai 200 jeunes. Je ne suis pas sûre que j'aurai 100 jeunes. Ce qui est valable à Daïdo est valable à Bounandjo, est valable à Bounaberi et ailleurs. Mais je sais que si le jeune roi de Balengou demande aux jeunes de venir, vous aurez 2000 personnes qui ne sont pas que Balengou, ils peuvent être Bazou, ils peuvent être... Mais ils suscitent quelque chose qu'on essaie de retrouver. Se retrouver, être fier de ses racines, dire quelque chose et dire mon identité c'est. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez me dire quelle est votre identité, celle de votre père, Madame, votre grand-père. c'est moi qui pose la question. Je vous la retourne quand même, parce que là, je prends mon manteau de reine qui parle à son fils en disant « Je sais que tu es perdu quelque part. Je sais que vous êtes perdu quelque part. » Mais à partir du moment où on sait qui on était, on sait qui on est, on peut maintenant avoir une perspective et dire « Je vais là. » Parce que je sais qui je suis. Je sais que j'ai les capacités, les aptitudes d'arriver là. On se projette dans l'avenir. Mais je ne le ressens pas vraiment du côté des Sawa. Plus du tout du côté des Douala. Je suis désolée de vous dire ça. Mes enfants sont Sawa, mes enfants sont Douala. Donc je suis avec eux. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse devant un individu qui ne sait pas qui il est? Il lui dira, va à l'école. Mais à l'école, qu'est-ce qu'on lui apprend s'il veut bien apprendre? C'est les principes édictés par un autre peuple, des Occidentaux. Et ils ont choisi ce que nous devons apprendre de leur école. À la sortie, qu'est-ce qu'on a comme individu? On a une arme secrète, une bombe complètement endormie, qui, dès qu'elle est actionnée par l'Occident, explose au profit de l'Occident. Applique les règles qu'il a apprises à l'école de l'occidental.
sans aucune restriction ou pas de garde-fou culturel africain pour lui dire non, tu prends du bon, ça c'est pas bon. Mais pour lui, c'est la science infuse. C'est ce qu'on a à l'école, quand même. J'ai mon doctorat, j'ai ma licence, tu peux pas parler comme moi je parle. Il te tient un raisonnement théorique, complètement impérialiste, parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils ont fait avec leur école, pour nous abrutir, nous sommes sans identité. Et dans ce cadre-là, j'en profite pour vous dire que nos grands intellectuels qu'on cite toujours, machin et tout, moi, ils m'amusent. Pourquoi? Parce que c'est des armes des Occidentaux qu'ils ont instituées entre nous. En réalité, là, vous faites un décryptage du conflit culturel qui aurait la base de tout, c'est la culture. L'Afrique à la perdition, le Cameroun plus. Parce qu'en imitant ce que les colons nous ont laissé, on a fait pire. Parce qu'on a dit on va faire mieux que les Blancs. Mais dans les concepts des Blancs, dans les modèles des Blancs. Vous ne faites pas du panafricanisme un peu forcé? Non, il n'est pas forcé, il est naturel. Oui, je le fais. Oui, pourquoi pas. Parce que c'est le seul moyen de pointer des doigts les abus de ceux-là qui nous ont apporté, disent-ils, la civilisation. C'est incroyable. Le peuple le plus ancien, le premier peuple que nous sommes. L'Afrique qui est la mère de l'humanité. Les sciences en Afrique. Tout en Afrique. Mais fort de tout cela, c'est à se demander qu'est-ce qui n'a donc pas marché. Ils disent qu'ils nous apportent la civilisation. On accepte et on applaudit. Ça produit ce que nous sommes aujourd'hui. Des bâtards qui imitent l'inimitable en plus. D'accord. Alors pour revenir au Cameroun, il y a un autre contexte. Ouais. En fait, l'idée était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être la dérive en termes de conflits. On a énuméré quelques-uns tout à l'heure. Vous avez beaucoup plaidé pour la déperdition de nos communautés. Oui, pour le retour à la culture. Alors au-delà de ça, de façon globale donc, prenant compte de cette analyse première, que dites-vous de la situation sociopolitique Elle est complètement dégradée. Du Cameroun aujourd'hui. Elle est dégradée, elle est délétère, elle est même asphyxiante. Il y a une déprime générale qui pousse même à la dépression des jeunes. On a souffert, nous souffrons encore de nos politiques déjà. Les politiques publiques, je parle. Absolument. Et même de nos politiques, ceux qui sont chargés, les gouvernants qui sont chargés d'appliquer ces politiques. Qui fait que, avec ces frustrations que nous avons, il y a des enfants qui sont nés sous le régime actuel qui ne connaissent rien d'autre que les pratiques de nos gouvernants d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 10 ans. Parce que c'est le même système. C'est le même régime depuis bientôt 45-46 ans. Donc du coup, c'est devenu même, ça rentre dans l'ADN de nos jeunes. On pense que pour arriver, par exemple, c'est pas moi qui le dis en premier, pour arriver, il faut être joli garçon. Il faut plaire à celui qui vous fait le test. Quand vous lui plaisez, le reste, l'intellect, l'éducation, c'est accessoire. Mais comme je lui plais, à lui, ça dépend dans quel sens. S'il a des obsessions, s'il a des bref, vous dites la vie facile. Il y a pas, oui, la vie facile, mais de quelle façon? Pas des mœurs complètement débridées. La promotion au Cameroun depuis une trentaine d'années, voire plus, c'est d'afficher, de pratiquer des mœurs complètement débridées, d'être déviationniste de notre culture, de faire ce que nous ont appris les déviants occidentaux. Et pour vous, qu'est-ce qui peut en être responsable, ou alors qu'est-ce qui peut emporter la responsabilité? La décadence de la société communautaire traditionnelle que vous avez décrit au départ, qui n'a pas su s'adapter à la forme de l'État, au choix d'ouverture démocratique.
Les causes sont des deux côtés. Elles sont historiques et elles sont sociétales, comme je l'ai dit. Historiques à partir du moment où on a subi la colonisation. Donc, on a subi un lavage de cerveau par les Occidentaux. Il fallait laisser de côté nos croyances, d'abord. Il fallait laisser de côté notre religiosité. Je ne dis pas religion, notre religiosité. Quand ces Blancs arrivaient, avant Alfred Sacker ou les autres, nous connaissions Dieu, le suprême, le créateur, le tout-puissant, le Dieu au-dessus des dieux, de tout esprit. Toutes nos langues, tous nos patois savent appeler Dieu parce qu'il a toujours existé. Et après Dieu existaient nos ancêtres, nos aïeux. Ils nous ont désossés, débranchés de tous nos ancêtres. Ils ont commencé à nous inculquer leurs fossiles d'aïeux et d'ancêtres. Et l'arme la plus puissante a été la Bible. Quand dans la Bible, on dit Joseph, Thomas, Sainte Catherine, je ne sais pas, machin, mais c'est leurs ancêtres. Et ils ont dit que pour qu'on arrive chez Dieu, si on ne prie pas par leurs ancêtres, on ne peut pas arriver chez Dieu. Alors qu'il suffisait que tu t'adresses à Dieu direct ou tu t'adresses à tes ancêtres qui, pour moi, intercèdent. Ils sont plus proches de Dieu que nous parce qu'ils sont partis de ce monde, ils sont meilleurs. Pour ceux qui avaient une vie meilleure, bien sûr, et les choses se faisaient. Alors, vous épousez un peu la trajectoire de ceux qui pensent que alternance, tradition, dans notre démocratie, n'ont pas de place, que s'il y a un président, il doit régner. C'est pas absolument ça. D'accord. Maintenant qu'on a été confronté à la société occidentale et moderne, on essaie de prendre ce qui est positif. Mais nous sommes quand même au XXIe siècle. On ne marche pas la tête en bas ou le visage en arrière pendant que les pieds avancent. On avance. Donc on peut mettre au centre de notre... On fait à peu près ce qu'eux, ils ont fait. D'accord. Ils nous ont tout pris. Nos reliques, nos croyances, nos dieux même, et la pratique, l'adoration aux ancêtres, en fait le culte aux ancêtres. Ils ont tout pris en disant que c'était mal. Nous, quand on fait ça, c'est le diable, mais ils ont mis ça dans leur société secrète et ils nous ramènent cela sous les formes de franc-maçonnerie, de Rose-Croix. Parce que si vous allez là-bas, en franc-maçonnerie, Rose-Croix et bien d'autres, vous vous rendez compte que c'est un mélange de croyances, de pratiques africaines, asiatiques, et les leurs, ainsi de suite. Et on pense qu'ils ont trouvé la pierre philosophale. C'est l'analyse qui parle ou c'est une expérience que vous partagez? Les deux. Pour que j'analyse, il faut que j'ai une expérience. Ok. Donc pour analyser, il faut observer, je l'ai dit dès le départ, pour pouvoir tirer des conclusions ou des leçons. Alors, quand je dis ça, c'est que si on rentre en nous, en ce que nous sommes, dans la couleur locale, parce que quoi qu'on vous dise, les hommes meurent, mais il y a des choses qui restent. Nos cultures sont inscrites dans nos gènes. Notre génome parle. C'est un Africain. Il y a des choses que je fais, que mes enfants font, mes petits-enfants font, ils n'ont jamais vu nulle part, mais c'est dans leur gène. Quand je vais en brousse, quand je vais cultiver, je vois une herbe. Alors qu'on ne m'a pas encore expliqué, je la prends, je dis, cette herbe ne me paraît pas. Qui me dit ça, que cette herbe est plutôt nocive? Et quand je vais demander aux vieux qui restent, on me dit, tu as bien fait, ça c'est du poison. Voilà celle qui soigne. J'ai dit, je l'ai senti. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui te met en alerte. Et nous n'avons pas perdu. Il suffit que vous mettez dans l'esprit, je veux retrouver qui je suis. Mais fort de cela, vous pensez que transition, alternance font partie des concepts que l'on doit intégrer désormais? Je ne vois pas ça comme ça. Parce que si, pour moi, la définition de transition, c'est quoi? C'est un état intermédiaire. On sort d'un état à un autre. Dans la situation politique, je suppose que c'est de ça que vous parlez. C'est quoi la transition? Nous voulons transiter d'un état, ce que nous sommes, hyper présidentiel, vers quoi? Vers une monarchie? Vers une
Une forme de régime parlementaire, on ne sait pas. Ou du moins permettre qu'on n'ait plus un chef d'État qui a tous les pouvoirs concentrés autour de lui. Oui, dans ce cas-là, parlons de cela à partir de la Constitution. La Constitution le permet-il? Non. Voilà. Nous parlons des élections, mais pas des élections après avoir changé la Constitution, qui est la loi fondamentale. Absolument. Nous n'en parlons même pas. Et du coup, on saute, on parle de transition. Moi, je pense qu'elle n'a pas de sens dans ce concept. Vous avez parlé d'alternance, c'est ça? Vous voulez que je... Oui, allez-y, je vous laisse poursuivre. Bon, alors l'alternance, par contre, est possible. Mais encore là, dans quel cadre? Partisane, ou c'est simplement l'homme Biya qui dérange? Quelle différence faites-vous entre partisane et l'homme qui dérange? Partisane, c'est qu'en ce moment, nous sommes dominés par le RDPC. C'est le RDPC qui règne. Et sans partage, s'il vous plaît. Absolument. Alors, je ne sais pas qui du SIF, MRC il y a de nouveaux partis là. Le CRN et tout le reste. Ainsi de suite. Qui veulent donc remplacer le RDPC. Dans ce cas, on pourrait parler d'alternance en pensant que le programme d'un des partis qui arrive changera totalement le programme de celui qui est là. Et par la suite, voire même le type qui va incarner ce nouveau pouvoir. Donc le président Paul Biya ne pourrait plus être là. Mais si c'est simplement de la personne Paul Barthélémy Biya et que le reste puisse se faire continuer par le RDPC, est-ce que c'est l'alternance personne? Je ne sais pas. C'est le changement de dirigeant? Je me pose la question. Si c'est le changement de dirigeant, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. J'ai aucun problème. Simplement que la personne qui arrive opère maintenant une rupture. Parce que 46 ans de pouvoir, le même systémique et tout, fatigue. Même s'il peut avoir du bon, il est rejeté. D'accord. Ça, c'est la nature humaine. Alors, en cette année électorale, pour vous, quels seraient donc les éléments qui peuvent peser dans le débat public, dans le débat démocratique, dans le débat électoral, qui sait peut-être permettre à l'un ou l'autre parti de remporter cette élection-là? Je vais vous décevoir. Je n'ai aucune intention, aucune envie, aucun besoin de donner un conseil, une directive, un aperçu. Parce que ce que j'ai remarqué de nos partis politiques, c'est qu'ils ont des savants. Ils ont tout compris de la vie politique. Je suis simplement étonné qu'en 45 ans, ils n'ont pas pu bouger le régime en place, mais on ne peut rien leur dire qui ne rentre pas dans leur conception du pouvoir que eux pensent qu'ils vont incarner. Et qu'est-ce que je remarque? La gérance et la gestion de leur parti politique ressemble fortement à celle du RDPC. Alors vraiment, j'ai du mal, je m'abstiens. J'ai dit, bon, on verra ce que ça va. Vous avez une fixation singulière sur un quelconque parti ou bien vous dites que c'est une observation générale? Pas du tout. Des adversaires au sein des adversaires Oui, c'est une observation générale de ma part. Hein. D'accord. Donc, c'est difficile pour moi de dire quelque chose. Alors, sur le plan géostratégique et géopolitique, quel peut être l'enjeu, quel peut être l'intérêt de cette élection de 2025? Il faut que le Cameroun reprenne sa place de leader de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il est contesté? Centrale, oui. Il est mis à mal. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec le fait que notre président est âgé, ça fait en sorte que la discipline de sa vie impose qu'il soit moins de sorties, qu'il soit moins actif sur le plan physique. Parce que je sais, pour avoir fait quelques pays de la sous-région, ou presque tous,
que la simple vue du président Biya casse beaucoup de velléités et qu'il est assez respecté de tous ses homologues qui tous sont de vieux dirigeants. Personne n'a moins de 20 ans de règne, en dehors de Déby, d'Idriss Déby ou de Oligui, qui encore, là il faut le parce que il a le pouvoir depuis que le président Père Bongo est là, il a toujours été là. Donc, l'autre le fils du père aussi. Voilà, et ainsi de suite. C'est aussi le neveu du père Bongo. Donc du coup, le reste là, jusqu'au Grand Lac, même Paul Kagame a du respect pour le président Biya. C'est pour vous dire, vous connaissez à peu près qui est Paul Kagame. Même dans ses velléités impérialistes et tout ça, il a du respect pour le président Biya. Mais malheureusement, il est âgé. Les réunions régionales et tout ça, c'est pas le jeune homme de 50 ans, 52 ans qu'on a connu, qui sautillait, qui peut être présent partout et tout ça, et ça joue en notre défaveur. Et nous avons des pays, c'est normal, la nature a horreur du vide. Absolument. Dans des pays qui grignotent un peu notre notoriété, qui se placent, c'est normal. Mais est-ce que l'influence croissante de nouvelles puissances, Russie, Chine, Turquie, peut impacter ce débat politique en interne? Est-ce que ça peut jouer des équilibres? Est-ce que nos politiques, en tant qu'individus, ont une attraction, un regard par rapport à ces éléments nouveaux des puissances opposées? Nos politiques en tant qu'individus, je ne comprends pas. C'est-à-dire les hommes politiques camerounais. Oui. Est-ce qu'ils ont conscience, à l'analyse que vous ferez, justement, de l'impact que peuvent avoir ces nouvelles puissances, l'influence croissante que celle-là ont, j'ai dit Russie, Chine, Turquie, entre autres, par rapport aux anciens colons, qui, eux, semblent perdre un peu du pied dans le débat. Vous me poussez à dire ce que je ne voulais pas dire. Ben, c'est l'intérêt, je suis obligée de le dire. Quand je vous dis que la situation politique camerounaise est totalement dégradée, est totalement nocive, est totalement délétère, je parle des hommes politiques qui gèrent le pays, pour la plupart. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais je dis qu'ils sont égoïstes, égocentriques. Les intérêts personnels priment sur l'intérêt national, collectif. Et c'est pour ça que je dis, si les chefferies retrouvaient ce qu'ils étaient, l'influence ferait que ces hommes politiques feraient attention. Parce qu'un homme politique, avant d'être un ministre, avant d'être un directeur, tu sors d'une communauté. Quand tu respectes les lettres, tu respectes la vie de la communauté, tu respectes tes notables, ton roi, la communauté tout entière, quand tu vas représenter au niveau national, tu prends une fonction au département, tu représentes ta communauté et tu fais attention. Parce que tu sais que ta communauté t'observe, parce que tu sais que le village t'attend, parce que tu sais que tu auras des comptes à rendre. Quand tu salis, quand tu voles, quand tu salis la communauté. Donc c'est des choses qui se tiennent. C'est une sorte de, comment dire, c'est un jeu des deux côtés. Du coup, les hommes politiques sont complètement, ils ont des carences en presque tout. Carences éducationnelles, carences de civilité. Éducationnelle dans le sens de la formation politique. De la formation, pas que politique, culturelle d'abord. Ils sont vides. Ce n'est pas des gens pourtant, cultivés. Beaucoup sont des intellectuels, je veux dire des diplômés. Heureusement que vous avez corrigé, parce que moi j'aurais aimé qu'ils soient plus intellectuels que diplômés. Certains sont par ailleurs intellectuels. Puisque les diplômes, comme je l'ai dit, tous nos diplômes, nous les avons, c'était pour appeler les Occidentaux en disant « ça y est, je n'ai pas de blanche. Pensez à moi, je peux vous servir contre mon pays. Je suis là, je suis votre agent presque dormant. Quand vous me réveillez, je vais travailler contre mon pays pour vous, pour vos intérêts. Donc je préfère le concept d'intellectuel à celui de super diplômé. Parce qu'un intellectuel s'intéresse à la vie, s'intéresse à tout ce qui se passe, à la philosophie même de toute action posée dans l'intérêt public, dans l'intérêt collectif. Et ça pousse à réfléchir. Ça pousse à se poser des questions et à interroger en face
qui on a, vers qui vont ces politiques-là. Quand vous avez quelqu'un qu'on a pris au village parce que c'était le cousin qui va défendre les intérêts des Banènes, mais pas les intérêts des Camerounais, ça pose problème. C'est pour ça que je dis, tous sont sinistrés mentalement. Je suis désolé de le dire. Ben, ce n'est pas un compliment que vous leur faites. Hein? Ah non, pas du tout. Je le tous de tous les bords. Presque tous. Parce qu'ils ont des choses différentes, incompatibles. Vous ne pouvez pas faire allégeance à une loge à qui vous dites secret, tout ce que vous voulez. C'est à vous que je... Et vous allez faire allégeance à la République? D'ailleurs, je ne sais même pas s'il ne faut pas instituer que chaque fois qu'on nomme un ministre, quelqu'un, même un directeur, pour des intérêts d'une action nationale, il faudrait peut-être qu'il prête serment. Il n'y a pas que le chef de l'État. Il faudrait peut-être qu'il prête serment, pas devant la Bible, mais devant le Cameroun, devant ses ancêtres, devant ses concitoyens. Ça m'oblige donc à vous poser la question de savoir, quelle lecture faites-vous de l'offre politique actuelle en vue justement de l'élection de 2025, la présidentielle? Vous demandez s'il y a une offre? Oui. Ben, les acteurs qui se présentent tous les jours, tout au moins à travers les médias, proposent leurs programmes, leurs offres, disent un peu ce qu'ils veulent faire de l'État du Cameroun. Bon, peut-être que parce que je dis qu'ils se ressemblent tous dans leur comportement, dans leur parti, je ne fais pas attention, je n'ai pas encore essayé d'écouter, j'attends quelqu'un des jeunes, vous pouvez me dire, des journalistes, que les programmes sont différents, et machin, à ce moment je ferai attention. Mais quand je les entends parler, quand je les vois, c'est pas la peine, parce que ce qu'ils écrivent, ils ne suivent pas. Et ils sont nés dans ça, que les lois sont là, les plus forts escamotent, on ne leur fait rien. Donc pourquoi voulez-vous que dans leur parti, ils soient assez corrects en disant le programme c'est ceci. Mais non, on voit, il y en a qui sont devenus des députés, des machins, mais c'est des petits roitelets. Et je dis, ils sont pires que Biya. Vous écartez de fait l'idée selon laquelle il n'y a pas de candidat crédible capable de proposer une alternative sérieuse. Ça peut exister. Le Cameroun était un réservoir de talent. D'accord. C'était un réservoir de potentialité. Il y a certainement des candidats. Mais faut-il les chercher absolument dans les partis? Parce que tout le monde n'est pas militant. Il y en a qui sont dans la société civile, il y en a qui ne sont même pas là, mais qui sont des Camerounais, qui ont un lien avec leur territoire, qui viennent, qui font des choses, qui font en sorte que le Cameroun est plutôt admirable quand on vient individuellement rencontrer des gens et tout ça. Ces gens-là sont là. Et je sais qu'il y a des candidats là. Mais comme c'est des partis qui parlent de ça, qui montrent leurs candidats et tout, je m'interdis de cela, de regarder, peut-être je vais y arriver parce qu'il faut quand même observer les choses pour m'y en parler, mais pour l'instant, non. Alors l'opposition est souvent critiquée pour son manque d'unité, pour son incapacité souvent observée à ne pas pouvoir se mettre ensemble contre le gouvernement RDPC. Y a-t-il des chances cette année pour qu'il y ait quand même une forme de rassemblement entre les principaux leaders? Y a-t-il une possibilité que ces messieurs se disent, bon, 42 ans, c'est beaucoup, essayons de taire nos égaux pour au moins mettre un terme à cela? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Ok. Mais en même temps, je dis, c'est un peu atavique. Hein. Mais pourquoi? Comme on est, avec son ventre et son c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est tellement ancré que chacun veut avoir la place. S'ils y parviennent, tant mieux. Pourtant, on voit quand même des mouvements, je veux dire, il y aura toujours des mouvements. Des coalitions qui tentent de se mettre ensemble. C'est pas la première fois. D'accord. On a assisté les 3 dernières élections, il y a toujours eu des coalitions. 2018, même depuis les années, je sais pas, 92, il y a toujours eu. Nous avons eu ici qu'est-ce qu'on disait? Coordination nationale de l'opposition. On a eu des trucs, des choses comme ça, semblables à cela. Ben, la coordination, il y a la coalition. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Shit.
ça a toujours fait pchit. Donc, j'attends de voir. Ce serait bien, pourquoi pas. Pour vous, Mais il n'y a pas que ça aussi. Ce n'est pas que le mot de se mettre ensemble pour évincer le président Biya ou le RDPC. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Est-ce que vous pouvez avoir un programme cohérent qui a l'adhésion des populations, la vôtre, les vôtres dans les différents partis, un programme commun donc, qui change vraiment la donne politique, qui annonce vraiment une rupture et qui, effectivement, annonce des lendemains enchanteurs. J'aimerais beaucoup, ce serait bien. Alors pour vous, le mutisme de la société civile, ce mutisme a-t-il un impact dans le jeu de rôle en cette période électorale? Opposition, parti au pouvoir. Pourquoi vous pensez que la société civile est muette? Vous l'entendez, elle. Pour moi, la société civile, c'est pas un parti politique. Bien sûr. Ça peut être des associations familiales. Absolument. Politiques. On ne voit pas beaucoup dans la sphère du débat. Merci. C'est vrai que l'Église catholique, cette cacophonie. l'Église s'est exprimée quand même. Même les sociétés justement religieuses et tout ça. Allez dans les églises réveillées. C'est très actif. On ne les entend pas dans le débat politique. Pas beaucoup dans tous les cas. C'est ce débat à la télévision. Les chefs traditionnels sont réunis récemment à Yaoundé. Personne. Voilà, okay. Mais vous avez la chefferie traditionnelle aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on refuse d'entendre la société civile. Elle parle beaucoup par sa souffrance. Elle parle beaucoup par ces morts subites, dramatiques, dangereuses des jeunes, de la ressource humaine jeune qui est notre trésor. Comment voulez-vous qu'elle s'exprime plus que ça? Dans les hôpitaux, les plaintes, la misère, cette misère justement, fort de ce intellectuelle. Constat, fort de cette douleur qu'elle vit dans sa chair, elle peut se mobiliser et dire stop à tout cela, ou de dire attention. Vous voulez quoi, une révolution? Non, non, ou de dire attention à ce qui pourrait arriver. Je vous demande donc de prendre ce chemin et pas l'autre. Qui les écoute? Depuis que nous tous de la société civile, on pleure, on parle. Je me rappelle, il y avait des débats animés, il y en a encore. Aujourd'hui, vous avez les Élie Milobert, les professeurs Bayebek, les Missanga Nyamding. Dans tout ce que ces gens-là disent, c'est des choses que nous vivons, que nous savons. Ça fait 10 ans que ça dure. Qui les écoute? Il y a eu des Patrick Sapak dans le temps, des Onana, il y avait même jusqu'ici. Qui les écoute? On s'en fiche. Tant qu'on est là, on mange, on avance. C'est nous qui régnons. Sur certains cas, il vaut mieux aussi mettre des gants en les écoutant. Je veux dire que Écouter ne veut pas dire... Il vaut mieux écouter. Si vous n'écoutez pas, comment saurez-vous ce qu'ils sont en train de dire? Comment comprendrez-vous l'expression de ne serait-ce que de ces plaintes-là, le fondement? Il faut les écouter maintenant pour tirer donc de quoi ils parlent. Moi-même qui suis en face de vous, au moment où très peu de femmes s'exprimaient sur la politique camerounaise en général, la politique africaine, j'ai fait des débats, j'ai dit des choses. Avant le Boko Haram, je faisais des analyses. Le Boko Haram a commencé pendant que j'étais encore dans l'analyse politique, où je prévenais qu'on découvrira, si ça continue dans 53 ans, que même certains hommes dits hommes d'État sont complices de ces exactions. Et j'ai dit des choses, qu'on enlèvera des gens, des personnalités. Et j'ai parlé comme un devin, ça s'est bien passé. J'ai même prévenu à travers Mondo Vision de faire attention par rapport à la crise anglophone. J'ai prévenu, c'est consigné dans des choses 2 ans avant. Parce que j'entendais, je voyais des perspectives que je faisais. Et ça, c'est arrivé. Je ne dis pas que j'ai la science, mais au moins, j'observe. Et qui m'a écouté? On disait, il y a une femme là, vraiment, elle dérange. Moi, j'avais des appels de partout. Mes enfants étaient menacés, il faut que votre mère se taise. Ils disent, maman, papa vient de mourir, il faut arrêter ça, vraiment, on n'a que toi. Et machin. Bon,
Étant une maman, j'ai dit, moi, je voulais que les jeunes comprennent qu'ils ont le droit de se rebeller, ils ont le droit de réfléchir, de penser, d'agir. Ils ont le droit de créer les conflits, parce que le conflit est constructeur. Justement, dans le débat électoral, avez-vous le sentiment que ces questions pèsent dans le choix? Vous avez parlé de la crise du Nosso, Oui. Vous avez rappelé Boko Haram, Vous avez parlé de la misère ambiante, de la vie chère. Eh bien, j'oublie pas le Covid-19. Tout cela. Qui est venu aussi s'abattre. Est-ce que justement dans le débat politique, ces arguments comptent pour le choix qui c'est peut-être de... Ils devraient compter. Ok. Mais est-ce que, je ne sais pas, je ne fais pas partie de la commission électorale, le moment venu. Ils devraient compter parce que ces éléments aussi nous ont beaucoup ramenés en arrière. Ça a freiné l'évolution de notre production, du PIB. La ressource humaine, beaucoup sont partis, sont morts. Ça a vraiment un effet désastreux dans le potentiel camerounais. Donc, il devrait compter. On devrait en tenir compte. Alors, avec un peu de recul, aujourd'hui, on a le sentiment que cette crise, évidemment, elle coûte cher. Ce n'est pas un sentiment, elle coûte cher. Tout à fait. Enfin, cette crise, ces différentes crises. Oui, ces différentes crises coûtent énormément cher au pouvoir d'achat de Camerounais, en termes, sur le plan financier, mais les autres aussi, chômage, production, en sachant que le nord-ouest notamment et le sud-ouest sont des zones de production assez importantes. Importantes, très importantes. Et notre économie nationale. Vous y voyez une perspective de sortie? Il y a toujours une sortie. Ok. Il y a un temps pour tout. Peut-être était-il mieux que ce conflit, ne serait-ce que du nord-ouest, sud-ouest, éclate. Parce que eux-mêmes, nos frères du sud-ouest, nord-ouest, exagéraient dans leurs réclamations, dans leurs demandes. Et il y en a, ils avaient tellement raison. Mais qui les écoutait? Pour dire, vous exagérez sur ce point, il faut que je vous entende, que je vous écoute pour dire, ah, ici, tu te trompes, mon cher ami. C'est pas comme ça. Parce que pour qu'on soit ensemble, il faut que tu fasses des concessions, que moi aussi j'en fasse. D'accord. Mais qui les a écoutés pendant de nombreuses années? On prenait ça hors. Et maintenant, dans des sujets, ils ont raison. On ne les a pas tellement écoutés non plus. Jusqu'à ce que ça éclate. Absolument. Donc, forcément, il faut qu'on tire des leçons. Parce qu'aujourd'hui, la crise est devenue, je ne sais pas si elle a des revendications politiques encore. Moi, je vois plus des revendications de hors la loi. Ils sont devenus des racketteurs de tout le monde. Ceux qui vont en visite là-bas, leurs propres frères, les familles sont décimées, plus de 6 000 morts. Ils n'arrêtent pas parce qu'il y en a qui s'enrichissent pendant ce genre de crise. Ils ont intérêt que ça perdure. Attention, ce n'est pas que des délinquants connus ou des terroristes cachés. Il y a même qui sont infiltrés dans la politique avec des titres et tout ça. Et nous savons qu'ils entretiennent cela. Alors dans cet environnement, l'État semble privilégier la stabilité, qui soit peut-être sécuritaire et tout le reste, à la réforme institutionnelle. Beaucoup estiment que 60 ans après les indépendances, qu'on est toujours un État aussi centralisé, même si la loi plaide pour une décentralisation, mais on se rend encore compte que le pouvoir décisionnel est concentré entre... les mains de très peu. Les mains de très peu à Yaoundé. L'État, je le disais à l'entame, semble avoir donc essayé de privilégier la stabilité à la réforme. Est-ce que cela, à long terme, est un choix payant dans la construction de notre État? Je pense qu'il a assez privilégié la stabilité. Et la stabilité, elle a payé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, on assiste à quoi? C'est dans ce désordre, dans cette déstabilisation, que même les forces exogènes trouvent les moyens de s'infiltrer. Donc, pour ma part, je penserais que
pendant qu'ils réfléchissent aux moyens de remettre à jour la stabilité, parce qu'elle est poreuse maintenant. On n'est plus si stable que ça. Pendant qu'ils réfléchissent à ça, en même temps, ils réfléchissent aux réformes. Ou alors ils mettent en place, parce qu'on a déjà réfléchi aux réformes du côté anglophone, francophone, ensemble, en commun. Ils ont tout là-bas, à Yaoundé. Ils ont tous ces documents. Il y en a qui sont encore vivants, des auteurs de ces pensées, de ces réflexions. Il faut qu'ils trouvent le moyen, justement, de faire des réformes profondes. Pas simplement dire il faut qu'il soit une zone spéciale, avec statut spécial. Moi, je pense qu'au moment, il fallait que ce moment est dépassé. Où on est ensemble. Quels sont les manquements? Qu'est-ce qui nous a fait ne pas nous entendre? Maintenant, on fait une réforme commune, parce que eux, ils ont des blessures, mais nous aussi, de ce côté, nous avons des blessures. Nous n'avons pas été spécialement privilégiés. Si on prend groupe par groupe, si on prend nationalité par nationalité, tribu par tribu, les plaintes sont légion. Même les boulous qu'on pense tenir le pays parce qu'ils sont de la tribu du chef de l'État, écoutez-les. Vous avez 5 boulous, vous avez 5 positions différentes. 5 avis différents par rapport à ce pouvoir qui a mis si long. Vous avez même ceux qui sont ostracisés, qui ne peuvent pas parler. Il y en a même qui ne viennent plus au pays. Pas parce que le gouvernement, parce que leurs frères, qui sont censés être des gouvernants, pratiquer le pouvoir, leur faciliter les choses, au contraire, ne veulent pas les sentir parce qu'ils apportent une pensée différente, plus constructive, plus collective. Ok. Dans ce débat, le système électoral qui est supposé garantir un choix certain, serein, équitable entre les différents candidats, ce système électoral, disais-je, est pointé du doigt comme étant un frein au changement. S'il y a des réformes à faire à ce niveau, quelles seraient-elles? Je ne suis pas juriste constitutionnel. D'accord. Mais je sais qu'il y a des réflexions depuis une quinzaine d'années sur ce sujet-là. Vous avez des acteurs politiques, vous avez des penseurs politiques officiels, à qui même, vous avez des professeurs de droit qui ont penché dessus, comprennent simplement leurs conclusions, leurs propositions, parce que tout le monde se plaint de ce système électoral. Donc, ils ont certainement indiqué des réformes à faire. Maintenant qu'ils les proposent, encore une fois, un petit collège, et voilà, les offres, ils pensent sur les offres, ça ne prendra pas un mois. Alors peut-on espérer une alternance démocratique sans véritablement penser les réformes profondes de nos institutions? Est-ce qu'en l'état des institutions, on peut espérer qu'il y ait un changement démocratique? Ce que je pense et que je sais, c'est que s'il y a un changement d'homme du sommet, ça va influer jusqu'à la base. Le changement d'homme, je ne parle pas de changement de parti politique. Un changement d'homme avec un changement de politique, avec une vision d'ensemble. Un homme d'État, parce qu'il n'y a pas d'homme d'État au Cameroun. J'assiste aux leaders des clans. À ce point-là? Oui. Qu'est-ce qui veut... Parce qu'aujourd'hui, en dehors du pouvoir absolu, parce que nous sommes dans un régime présidentiel fort, en dehors du pouvoir constitutionnel dévolu au chef de l'État, est-ce que vous pouvez me dire vers quelle personnalité a un certain crédit dans ses actions au Cameroun? Au pouvoir et dans l'opposition, vous ne voyez personne qui s'est peut-être fédéré, qui s'est distingué dans la photo actuelle de ce que vous appelez opposition ou opposant, je ne sais pas trop, et dans la photo des gouvernants, qui s'est distingué? Qui se distingue? Mais comme je suis une croyante, et que... Vous avez foi? Ah oui, j'ai beaucoup de foi. On peut avoir... Parce que je prends toujours un exemple. Vous croyez en l'homme providentiel? Kaka Déby.
c'est le fils de son père. Absolument. Il est arrivé de façon cavalière. Absolument. Un coup d'État orchestré par qui? Est-ce que de son côté ou ailleurs, on n'en sait rien. Il arrive, personne ne l'attendait. Il fait exactement pendant ce qu'il a appelé transition, ce que son maître occidental attendait. Est-ce que vous le reconnaissez depuis qu'il a passé les élections? Est-ce que vous le reconnaissez dans ses discours, dans ce qu'il est en train de faire? Il est complètement à 360 degrés. Et je pense qu'il va faire plus. S'il n'est pas tué, lui non plus, parce que qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Il est en train de nous impressionner. Vous dites qu'il y a un homme providentiel au Cameroun. Et je dis donc, je ne n'est pas parle, encore non, je dis, apparu à l'opinion publique. non, je dis que quelqu'un peut se dévoiler, être autre chose. Après, S'il se retrouve en position, et s'il se retrouve en position simplement, s'il a la crainte de Dieu, ça peut être une révélation aussi. Ça peut être une révélation. Aussi à la Emin Adi Dada. S'il comprend que ses ancêtres ont fait ce Cameroun pour qu'il soit fier de lui. Et s'il comprend qu'il est un instrument des ancêtres de tout le Cameroun, parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes à l'ouest, c'est les mêmes à Douala, c'est les mêmes au sud, dans le centre. C'est les mêmes jusqu'au nord. C'est les mêmes ancêtres. C'est eux qui, où ils sont, ont empêché et empêchent que le Cameroun soit avalé. Est-ce que à force de rechercher justement celui-là qui nous tirerait, qui nous sortirait, on ne doit pas, à ce stade, on ne recherche pas. Est-ce qu'on ne court pas non plus le risque Passons au changement. Est-ce qu'on ne court pas non plus le risque de confier le pays entre des mains non expertes? Alors vous n'êtes pas croyant, expert de quoi? Des mains qui pourraient nous entraîner dans des divisions irréparables. Monsieur Dipita Tongo. Qui pourraient nous conduire vers des guerres. Monsieur Dipita Tongo, aujourd'hui le président Ahidjo est plébiscité par tous. On le regrette fortement. Il a construit, il a fait... C'était au temps d'Ahidjo et tout. Mais moi, j'ai vécu au temps d'Ahidjo. C'était un tueur. Tu dis même Ahidjo, tu regardes à gauche, à droite, si le mur n'a pas les yeux. On disait que le sang, c'est un tueur, c'est ceci, cela. Aujourd'hui, on trouve que vraiment, Ahidjo a mis le pays à un niveau. C'est pas faux non plus. Hein. En Afrique, on était admirés. Et machin. Mais il est arrivé par la dictature. D'accord? Aujourd'hui, on a une mi-dictature, une mi-autocratie. On ne sait pas trop. Et c'est même ça, le malheur du Cameroun. Elle est toujours entre deux dans tout ce qu'on fait. On vous laisse parler, mais on ne vous laisse pas manifester. Je ne sais pas du tout. Mais on dit des choses. Eh bien, si on manifeste, de toute façon, vous êtes en faisant plutôt le racket au lieu de construire. D'accord? La fortune publique, on raquette au lieu de construire. Et donc, ça, c'est la criminalité économique. Ça, c'est autre chose. Et donc, je vous dis, si celui-là, il y a des changements maintenant qui s'opèrent au niveau des hommes, que ce soit, je ne sais pas, quand le président Biya n'est plus, que ce soit Dipita Tongo qui est là et qui dit, bon, maintenant que je peux décider, maintenant que j'ai le droit à la parole, je parle selon ce que mes ancêtres ont tracé. Je veux que le Cameroun, je trace un cap. Parce que le potentiel que le Cameroun a en ressources humaines, je vous jure, donnez 2 ans, personne ne reconnaîtra le Cameroun. On retrouvera notre place, je dis, en Afrique centrale et l'Afrique des lacs. À ce point-là. Oui. Alors, s'il y avait une indication, je ne veux pas dire un conseil, je dirais une indication, une orientation à donner à nos hommes politiques aujourd'hui, quel que soit le bord, en cette veille électorale. Faites vraiment de la politique. Parce qu'ils n'en font pas. Faites de la politique dans l'intention du bien-être de vos populations. Concevez vraiment, parce que c'est quoi une politique publique? C'est d'abord le fondement de la politique. Ça, c'est pour les hommes au pouvoir. Ça, c'est pour nos élus qui élaborent les lois. Et même le gouvernement qui propose des lois aussi. Prenez en compte les 3 axes d'une politique publique. Le fondement, c'est-à-dire pourquoi, quel est le besoin d'élaborer une politique. Maintenant, les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les hommes qui l'appliqueraient, le contexte, le résultat. Et maintenant, la direction. Pour qui
ces politiques? Vers qui? Vers le public. Pourquoi? Quels sont les effets? Les effets, c'est le bien-être, c'est la cohésion sociale. Quand on prend les trois en considération, quand on a le respect de ses traditions, de sa culture, de son aîné, de son pays, de Dieu, le patron de toute vie, le créateur de l'univers, on se découvre. Est-ce que ce n'est pas très théorique? Ce n'est pas théorique. Moi, ce matin, si mes parents n'avaient pas voulu que je vienne là, je ne viendrais pas. Mes parents partis, morts. Bien sûr, et je le dis toujours, ils sont morts dans la chair et ils sont présents. Quand vous vous levez le matin, j'ai fait un rêve, je ne comprends pas. C'est comme si la voix de mon grand-père disait, il t'a parlé, mais tu crois que tu as fait un rêve. Ou tu t'assois, tu te dis, pourquoi ceci me revient dans mon esprit toujours? Et très souvent, quand vous êtes devant une épreuve, la première idée qui vous vient est la meilleure. Parce que la première idée est celle que l'esprit de vos parents ou de Dieu vous souffle. Mais vous vous mettez à raisonner, oh, c'est pas possible, machin et tout, et vous appliquez les deuxième, troisième idées qui sont toujours pas. Et la première idée passe une fois, très rapidement. Quand quelqu'un, dans les partis politiques, les gars se mettent à réfléchir pour réenchanter la vie politique et sociale de ce pays, ramener un semblant de joie de vivre, que le Cameroun, comme avant, soit une destination privilégiée, enviée. En Afrique subsaharienne, je dis bien centrale et ouest, et même des pays du Grand Lac, vous allez voir que ce sera un homme exceptionnel. Il ne faut pas qu'il ait, même à 70 ans, hein, on peut mais n'empêche que si on revient un peu rapidement dans l'actualité, on se rend compte que le débat sur les questions identitaires, le repli vers sa communauté, le débat sur les questions tribales prend de l'ampleur. Pour vous, c'est du fait de ce qu'on se rapproche de l'élection présidentielle, c'est un instrument qui est utilisé dans l'espace public par les différents acteurs pour faire montrer l'adrénaline et qui sait peut-être avoir les faveurs des électeurs. C'est une arme politique depuis une trentaine d'années. Le pouvoir l'utilise tellement. L'opposition a compris aussi, l'utilise. Parce que nous sommes tous formatés. Dès que vous êtes nommé, vous faites quoi? Vous allez faire la fête au village. Vous remerciez le président de la République, qui n'a même pas le temps de tout ça, qui vous a nommé pour travailler. Et vous dites, notre tour est arrivé, on va manger. Et le gars se met à chanter. Et il dit que notre temps est arrivé. Mon frère est là-bas. C'est nous maintenant. On a tellement utilisé ça. Mais en même temps, on joue sous la limite de l'affrontement. Je veux dire que la violence, dans ce sens-là, est tellement audible. Comme je l'ai dit, c'est la souffrance psychologique, psychotique enregistrée pendant des années qui en est arrivée. Nous sommes arrivés on a tellement intériorisé. On nous a tellement repoussés à nos besoins, dans nos instincts bas d'animalité, qui fait que quand on n'a pas à manger, on prend la machette. Quand on ne peut pas avoir des besoins primaires, on dit n'importe comment. Je l'ai dit et redit. Revenons à nous. Mais il y a un phénomène qui doit se passer. Il se passe d'ailleurs déjà. Cette violence-là justifiée, qui est la conséquence donc justement de cette intériorisation psychologique, de cette crise psychotique que nous avons, elle est arrivée à un stade où il faut qu'elle sorte. Et elle sort très violemment, dans le verbe, dans les actions. C'est normal, c'est un état, on ne peut pas y échapper. Mais quand on aura, c'est comme un exutoire. Mais comme chaque chose en un temps. On l'a assez fait. Regardez les débats. On s'insulte, on s'appelle, on se titille, on se machin. On a besoin de guérir. Parce que les 25 ans du président Ahidjo, on ne pouvait pas piper un mot. Et les premières 10 années de Biya non plus, même comme il a dit après, il apporte la démocratie, les gens avaient peur. 10 années passées, on commence à parler. Ah, on ne m'a pas mis en prison, je peux parler. Comment est-ce qu'ils ont réagi? C'est comme un hydre
le pouvoir en place, ils sont un peu comme une pieuvre. Tu coupes une branche, l'autre repousse. On la renouvelle. Alors, ils ont compris que bon, maintenant on ne peut plus fouetter, on ne peut plus mettre en prison, on ne peut pas tuer au vu de tous. Qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas. Ils n'ont qu'à brailler, nous on fait ce qu'on a à faire. Mais pour casser cela, il faut simplement la prise de conscience qui commence. Que ce n'est pas en nous bagarrant, en nous affrontant qu'on va construire. On ne construit pas. Dans la bagarre, on se rend compte que tel est plus fort que moi. Et dans les engueulades, on se rend compte que donc je sentais, il m'a insulté que je sens, je ne savais pas. Donc j'étais là, je sentais, et tranquillement, je vais essayer de voir si je peux faire en sorte que je ne pue pas. Et tu parles, tu schlingues. Ah bon? Ma bouche, tu ne le savais pas. Maintenant, tu te laves les dents de façon différente. C'est pour ça que je dis le conflit est nécessaire. L'affrontement aussi, à ce stade, est nécessaire. Mais après, ceux qui en sortent, on tire des leçons. Et ça dit qu'on va nécessairement passer par le conflit ou l'affrontement. Nous y sommes. Cette violence que vous remarquez dans les partis, ces affrontements que vous remarquez, ces engueulades à l'Assemblée partout, c'est normal. Beaucoup d'années de silence imposé. Omerta imposé. Il fallait que ça sorte. C'est comme une bouteille trop pleine. Quand vous enlevez le bouchon, comme le champagne, ça explose. Mais tant pis, si le bouchon te perce l'œil, tant pis, il faut être à bonne distance. Mais dans ce schéma-là, pendant longtemps, on a pu observer comme une absence de la jeunesse dans ce débat, dans cette prise de conscience, dans ce mouvement, bon, même si les tendances semblent un peu changer, mais pendant longtemps, les jeunes sont restés désintéressés à la chose politique. C'était normal, parce qu'ils avaient l'impression que non seulement on n'écoute pas les adultes, c'est pas moi qu'on va écouter. Et les parents étaient là pour leur dire, ça, on ne dit pas ça, on ne parle pas, on ne fait pas cela. Et nous autres qui avons commencé à parler, c'est parce qu'on s'est dit, il est temps. Et c'est pour ça que j'appelle les jeunes. Je dis, réveillez-vous. Ne vous réveillez pas seulement dans le domaine économique, parce que là, il y a beaucoup qui se battent pour se construire, pour faire des choses. Ils ont compris que ce n'est pas à l'entreprise qu'on arrive à faire des choses. Quand on peut travailler et donner du travail, ça crée une plus-value. Contrairement aux fonctionnaires qui attendent un pécule à la fin du mois aussi. Bon, la société a besoin de ça. Hein. Pour faire un monde meilleur, on a besoin de tout. Des fous, des moins intelligents, des intelligents, des génies. Pardon. Donc, du coup, les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de réfléchir à la chose publique. Ils ont le droit de rentrer dans le débat public. Ils ont le droit de se rebeller, de se révolter. Ils ont le droit de poser des actions, même des petites actions de rébellion par rapport aux politiques mal appliquées. Ils ont le droit de dénoncer, de parler, de manifester. Mais ils ont surtout le droit d'opérer une métanoïa de la conscience. Parce que quand ils le font ici, et que ceux aussi de Brazzaville le font, ça crée un effet et l'Afrique se lève. Mais est-ce qu'on n'est pas loin de ce... Non, on est plus proche que vous ne le croyez. Je veux bien le croire, c'est-à-dire que... On est plus proche, pourquoi? Parce que c'est justement quand on ne voit pas que c'est là. Parce que c'est justement ce trop-plein qui fait que quand ça explose là, comme ça commence, pratiquement, regardez les morts subites des jeunes. C'est normal ça? Que des enfants de 20 ans à 42 ans soient eux qui partent. La force du travail du Cameroun, parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Mais s'ils réfléchissent à leur devenir, c'est un devoir. C'est pour ça que j'ai écrit un livre que je n'ai pas publié il y a 5 ans. Je parlais de la métanoïa. C'est-à-dire l'Église est mieux placée pour nous faire comprendre. Le changement de conscience, qu'on ait conscience de qui nous sommes. Nous sommes des bâtisseurs, des constructeurs. Nous avons construit le monde. Nous avons influencé la philosophie dans le monde. Est-ce que ce n'est pas pour se faire bonne conscience quand on regarde la place qu'on occupe aujourd'hui? Bonne conscience? Oui, le dire. Non, pas du tout. C'est pour qu'ils prennent conscience que c'est ce que nous sommes. Pour qu'ils sachent qu'on nous a endormis. On nous a fait oublier notre histoire, qui nous sommes, pour mieux s'asseoir sur nous. Maintenant, ils ont les réseaux sociaux qui ont été conçus contre nous, parce qu'ils étaient sûrs, les Occidentaux, que l'Afrique serait à la traîne. Ils ont dit le monde global, interconnecté et tout. J'étais là, j'étais en Europe,
je les entendais. J'étais à Yaoundé, les diplomates, j'étais avec eux. À l'époque, on avait la Banque mondiale, les représentants de la Banque mondiale, de l'Union européenne et tout et tout. On faisait l'Europe. Et ils ont couru, ils disent que l'hégémonité de la peau. Donc il vaut mieux qu'ils se réunissent entre eux, les Blancs de l'Est et de l'Ouest. Oh, l'Afrique n'apporte rien. Sur la balance commerciale, ils ont quoi? Le PIB, c'est quoi, machin? Je disais, vous regretterez. Si nos jeunes prennent conscience, quand vous vous rendrez compte que vous avez échoué, parce que les chiffres que vous donnez du rendement de l'Afrique, de l'apport de l'Afrique dans la richesse mondiale sont faux. Mais comment vous matérialisez-vous donc aujourd'hui la prise de conscience de ces jeunes? Où sont-ils? Où les voit-on? Je veux dire que vous faisiez la remarque tout à l'heure, quand on prend l'Afrique centrale, sur 6 chefs d'État, il y a 4 ou je ne sais pas combien qui ont plus d'une vingtaine d'années d'exercice du pouvoir. Est-ce que cela ne démontre justement pas cette démission pensée ou observée des jeunes? Les vieux qui sont là sont d'une autre école. Quand ils sont entrés, ils ont verrouillé. Quand ils ont recruté les gouvernants ont compris pour durer, il faut verrouiller. Ils n'ont pas compris que quand ils verrouillent, c'est exclure même leur progéniture dans l'avenir du pays. Parce que le temps va vite. Mais il y a la nature organique de la vie qui fait que forcément, personne ne peut vivre 200 ans. La vie régule. Finalement, c'est cela que les jeunes comptent. La régulation naturelle des choses. Ils ne comptent pas sur ça parce qu'ils ne se mettent pas ensemble. Mais il faut qu'ils prennent cela en compte en disant n'importe comment les choses se régulent, mais qu'ils soient prêts. Donc en se préparant, en rentrant dans le débat public, pas en seulement en s'affrontant. Quand tu dénonces, il faut faire des propositions, il faut réfléchir. Comment tu vois donc les choses? Puisque tu dénonces ceci, parce qu'ils sont très forts dans la dénonciation, dans l'invective, ils sont très forts. De temps en temps, j'en ai avec qui je discute dans des réunions, il y a plein de choses que je préside, que je suscite dans mon village, ici à Douala et tout. Parfois quand je dis d'accord, on a fait ça, on fait ça, c'est nous. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Ils se mettent à balbutier. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi en disant je dénonce, mais est-ce que je peux faire autrement? Absolument. Si j'étais donc à sa place, je ferais quoi? Je ferais comment? C'est ça. Et parfois, le plus petit enfant te donne des idées géniales. Moi, je ne désespère pas pour le Cameroun. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je dis que des gens vont se révéler. Même ceux qui sont là. Ils cachent leur génie parce qu'ils savent que s'ils s'expriment, on tape. Fort de tout cela, avez-vous le sentiment que cette année électorale, ce sera une année sereine, malgré les enjeux? Au regard, évidemment, on l'a relevé, du débat qui de plus en plus prend une tonalité violente. Est-ce que ces élections vont nous laisser au moins dans ce semblant de paix, de sérénité, de stabilité? Non, c'est du bruit, il y en aura toujours. Okay. On se plaindra toujours. Sans plus? Non, pas sans plus. Okay. C'est du bruit. Mais il y a dans ce bruit, ça va augurer des actions. Je vous ai dit que le trop-plein appelle la violence dans l'expression maintenant des gens, des avis, des besoins, de tout. Et quand on dit violence, je veux dire les effets de la violence, c'est quoi? Des choses pas agréables. Parfois, il faut ce chaos-là. Il faut seulement qu'il soit pas long pour que l'ordre naisse. Et l'ordre naît toujours d'un chaos. L'ordre sort toujours du désordre. Et en ce moment, nous sommes en plein désordre, de tout ordre. Même ces hommes politiques, ces prédateurs qui empêchent l'entrée des jeunes, ils s'éliminent d'eux-mêmes. C'est la loi de la vie. Parce que comme ils sont insatiables, quand ils ont fini de verrouiller leurs chaises où ils sont assis, ils commencent à regarder à côté. Je peux annexer ceci pour avoir plus de pouvoir, jusqu'à ce qu'ils soient mordus. Et ils vont se neutraliser tous. J'en suis certaine. D'ici la fin 2025, après les élections, vous verrez. Ils se neutralisent même déjà. Ça ne sort pas encore. C'est encore dans les coulisses. Mais on voit les effets. Pourquoi est-ce que même les hommes politiques que nous croyons
qui sont là, du Sérail, qui ont accompagné le président Biya jusqu'à présent, sont dans les capacités de poser des actions décisives, concrètes. Même quand ils font des constats eux aussi, vraiment ça ne va pas et tout. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Mais quand je fais, c'est annihilé par l'autre côté. Il y a des pôles de pouvoir qui ils se neutralisent entre eux. Et qu'est-ce que ça va donner? On arrive à un niveau où nous sommes. Le pays n'avance plus. Il fait du surplace. Et quand on fait du surplace, ça veut dire qu'on recule. Et forcément... Mais pour vous, quels seraient les risques, si tant il est qu'il y en aurait, de cette élection de 2025? On en a connu d'autres. Je vais dire singulièrement celle-ci. Il peut y avoir des affrontements. Ok. J'ai simplement peur que des innocents qui n'ont même pas été dans la gestion des choses depuis 40 ans et qui ne sont même pas dans les appétits partisans soient ceux qui payent les premiers. Parce que c'est comme ça les balles perdues. Il peut y avoir des affrontements, ça c'est sûr. Il peut y avoir un blocage, comme je dis maintenant, des institutions qui ne marchent pas, vraiment, comme ça devrait. Ce n'est pas du tout à un niveau de fonctionnement. Mais bon, ça marche tant bien que mal. Le président, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas lui qui viendra implémenter les politiques qu'il a signées ou la réglementation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avec la fatigue de l'âge, je crois qu'il espère lui-même que des talents se découvrent, des talents sortent de l'ombre, celles qui sont inhibées, pour qu'ils puissent... Je pense, je me mets à sa place, qu'il recherche des gens qui sont peut-être... Et ces gens existent, parce que si officiellement on dit qu'on est 28 millions, même si je pense qu'on approche la quarantaine, sur 28 millions ou 30 millions, vous pensez que quand on enlève les membres du gouvernement, il n'y a pas des gens, même parmi vous les jeunes, je veux bien vous croire, qui peuvent travailler et tout, mais sauf que ils savent qu'ils sont... Il y a un sonar qui essaie de les... Ils sont muselés? Non, ils sont muselés, oui, parce qu'ils savent que s'ils sont repérés, ils sont abattus tout de suite. Être abattu ne veut pas dire la mort physique, absolument. Absolument. Donc, ils sont abattus socialement parlant et tout. Moi, j'ai pris 10 ans, 8 ans à observer et tout. Même jusque-là, même dans mon fonctionnement journalier, je reçois des coups. Parce que je dis ce que je pense. J'estime que j'ai une certaine liberté. J'estime qu'à mon âge, si je ne dis pas ce que je pense et que j'observe, ce n'est pas quand je serai morte que je le dirai. Donc, si j'ai quelque chose à dire, si je peux le dire, je le dis. Je n'ai pas la vie facile. Mes enfants le savent. Mais j'ai au moins ma dignité. Et les jeunes doivent retrouver la dignité. Ils sortent beaucoup, ils voyagent beaucoup, mais à l'extérieur, ils disent « je suis du continent ». Parce qu'on se dit « pourquoi est-ce qu'on a une réputation d'intelligent et tout ?» C'est depuis le passé, depuis le temps d'Aïdjo. Nos parents se sont distingués à l'international, ailleurs. Le Camerounais, quand il posait un acte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme réputation? Escroc, plus que Camerounais, il n'y a pas. Attention, c'est des escrocs intellectuels, c'est des escrocs dans tout ce qu'ils font. Attention aux Camerounais. Il faut que les jeunes disent, c'est pas digne de nous. Il faut que le Camerounais retrouve ses lettres de noblesse en faisant différemment, en mettant son intelligence au service de son pays, en s'impliquant dans la gestion de la chose publique. C'est un appel au changement. Absolument, j'en appelle aux jeunes. Au moins jeunes qui sont là. Que devenaient les hommes d'État et les femmes d'État. Arrêtez d'être les hommes des clans, les hommes des tribus, les hommes, soyez les hommes d'État, les femmes d'État. Quand vous posez un acte, c'est bien si mon village en profite, c'est bien si les miens en profitent, c'est encore mieux si les villages plus loin aussi en profitent. Comment s'opère cette mutation-là? Encore une fois, la prise de conscience, encore une fois, la dénonciation, encore une fois, le débat franc. Laissez les jeunes s'exprimer. Laissez les gens qui souffrent, écoutez leurs pleurs, écoutez-les, entendez-les. L'écoute. L'écoute, écoutez vos populations. À nos gouvernements, ça suffit comme ça. Vous êtes assez riches de tout. Vous avez maintenant écouté ceux qui ont pu survivre
Beaucoup sont partis. Le Covid-19 a balayé pas mal par des politiques de santé, je ne vais pas les juger, mais qui n'étaient pas ajustés. On nous a imposé des vaccins. Aujourd'hui, nous avons des gens que les vaccins ont détruits. Mais sauf qu'ailleurs, en Europe, en Angleterre ou quoi, les survivants ou les descendants de ceux qui sont morts portent plainte. Au Cameroun, qui oserait? Il n'y a même pas de loi pour. Et tu essaies, on te tape dessus. Et mieux, nos gouvernants continuent à parler des vaccins non contrôlés, non estampillés, utilisables. Parce qu'il faut quand même un temps pour qu'un vaccin conçu, préparé, soit estampillé et permis d'être utilisé. Non, ils font la promotion. Pourquoi? Dans les intérêts quoi? Personnels. Les intérêts du ventre. Pas du pays. Mais face à cela, nos gouvernants observent, ils regardent. Ils ne regardent pas, ils incitent à cela. C'est pour ça que je dis, ils ont assez, vraiment, ils peuvent s'arrêter. Qu'ils aient pitié de leurs enfants, de leur progéniture, qu'ils disent que ça suffit. Maintenant, on fait les choses autrement. On fait les choses pour que nos enfants aient un avenir différent, pour qu'ils puissent faire différent. Alors, dans ce sens, et c'est pour terminer, à tous les hommes politiques donc, qui sont dans la bataille électorale cette année, s'il y avait un ou deux mots à leur dire, un message, une interpellation, une orientation, peut-être modestement un conseil, vous leur direz? Concevez les politiques publiques vraiment pour le bien-être de ce public-là. Arrêtez de vendre du vent. Arrêtez de mentir. Concevez des politiques au prorata des moyens propres que nous avons. Pas seulement en regardant parce que la Banque mondiale va financer. Je dis ceci quand je serai là, quand la Banque mondiale je vais gonfler les chiffres au passage, je vais racler qu'ils arrêtent ça. Ça donne rien. Parce qu'après, quand on a même beaucoup d'argent, les bandits te visent. Quand on a même beaucoup d'argent, les sorciers même sont là. Quand on a même beaucoup d'argent, vous suscitez des jalousies, la haine. Et cet argent que vous avez eu parce que vous avez raflé la fortune publique, vous ne l'avez pas gagné. Cet argent est nocif. Il est nocif, même spirituellement parlant. Vous n'allez rien construire, vous n'allez même pas le bouffer, vous allez partir. Il va rester dans les banques, il va rester enterré dans les maisons. Il va rester dans les murs. Vous aurez gagné quoi? Vous allez perdre votre âme dans cela et votre nom sera effacé de l'histoire de ce pays. Alors faites les choses maintenant en disant, ok, on s'est assez amusé, la récréation est terminée. Aidez le président Biya à faire en sorte d'implémenter une voie de rupture saine en laissant en jeu, en place, en position des hommes qui prennent en compte l'intérêt collectif, national. Et c'est ça mon souci. Merci, votre l'avenir, les jeunes, l'avenir de ce pays. Je compte vivre assez longtemps pour qu'on compte le Cameroun parmi les 3 premières nations noires en Afrique. Après merci l'Afrique du Sud. D'avoir apporté de votre voix à l'analyse du contexte politique, sociopolitique actuel. Merci. Oui. Nous recevions ce jeudi Son Altesse Sérénissime Suzanne Destinée Désirée Kosso Ngondo, qui, vous le savez, socio-politologue. Merci d'avoir regardé cette édition d'entretien avec. À jeudi prochain. Merci. C'est vite passé, hein, 90.